Professeur Patrick Dramé, merci d'avoir répondu à l'invitation de Caméra Mosaïque sur MCTV. Pour commencer cette émission, ma première question, comment interprétez-vous la décision du Tchad et du Sénégal de mettre fin maintenant à la présence militaire française sur leur territoire? Alors, cette décision s'inscrit, je pense, dans la continuité d'un phénomène politique qu'on a vu se définir durant ces 3 dernières années, notamment ça a commencé avec le Mali et puis c'est parti vers le Burkina Faso. Ensuite, le Niger a suivi et puis là dernièrement, donc c'est une décision du Sénégal et du Tchad, donc qui emprunte le pas à ces pays-là. Je pense que qu'est-ce que cela nous dit en termes de signification? Cela nous dit qu'il y a un soif très fort de la part des États africains de vouloir recouvrer leur souveraineté. Autrement dit, la relation avec la France, qui depuis les indépendances a été marquée du sceau du néocolonialisme, du sceau de ce qu'on appelle, de ce que les politologues appellent la France-Afrique, donc des relations nébuleuses, centrées sur des sortes de magouilles, de machinations, de coups d'État. Je pense que le De corruption également. Absolument de corruption, vous faites bien de le souligner. Et je pense que le Sénégal et le Tchad en sont venus à vouloir tourner le dos à la France, en tout cas à chercher à remettre en cause cette relation qui date des années 60 et qui est, comme je l'ai dit tantôt, marquée du sceau donc, de cette relation néocoloniale. Donc il y a une soif de souveraineté de la part des pays africains. Donc je pense que la première lecture qu'il faudrait faire de cette rupture, parce qu'on peut parler de rupture, c'est vraiment celle-ci. Mais dans quelle mesure, professeur Dramé, la politique africaine du président français Emmanuel Macron a contribué à cette brusque rupture? Ah, tout à fait. Je pense que au moment de sa réélection à la tête de la République française, le président Macron, je pense, a poursuivi une politique, on dirait une politique de porte ouverte, c'est-à-dire d'aller sur le continent africain. Et je me souviens que son premier voyage, il l'a effectué au Burkina Faso. Il avait été accueilli à l'université, donc dans la capitale, à Ouagadougou. Et durant son allocution, il disait que le moment était venu pour la France et les pays africains de mettre en œuvre de nouvelles relations, des relations centrées sur le gagnant-gagnant, que le moment colonial était terminé, la France-Afrique, les rapports que j'ai décrits tantôt étaient terminés. Je pense qu'en allant dans cette direction-là, Emmanuel Macron a tout simplement mis le doigt dans un aspect de la politique française sur lequel les gouvernements successifs, les présidents successifs de la France n'ont jamais mis le doigt. Et partant donc de cette dynamique-là, écoutez, les pays africains ne sont pas restés inactifs. Au Burkina Faso, il s'est fait répondre, M. Macron, que oui, les Africains veulent absolument renverser cette situation-là. En fait, autrement dit, le discours d'Emmanuel Macron, qui lui-même parle de renouveler les relations avec le continent africain, cette fois-ci n'est pas tombé juste entre les oreilles des chefs d'État africains qui habituellement, depuis les indépendances, n'ont pas envie, disons les choses là, n'ont pas envie de changer ces relations-là. C'est que c'est les opinions publiques en Afrique de l'Ouest, cette fois-ci, qui ont capté le discours et qui, de mon point de vue, ont poussé le pouvoir politique à changer les termes de cette relation. Parce que c'est les jeunes et l'opinion publique, les médias en particulier, qui ont mis la pression sur les chefs d'État africains afin d'aller dans le sens du discours de Macron. En fin de compte, M. Macron ouvre une porte. Donc, il faudrait profiter de cette situation justement pour aller dans le sens de changement. Et je pense que qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que en Afrique, il y a des changements. Parce que, vu d'Occident, l'Afrique est encore ce continent figé où rien ne se passe, où quand il se passe des choses, c'est souvent des crises, des drames, des maladies. Non, 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 non. C'est un regard qui est complètement biaisé. Il y a un soif de changement, il y a un soif de renouvellement des rapports avec l'Occident. Et la relation avec la France est véritablement un exemple type. Et je pense qu'on en est dans un tournant historique.
Et il appartient aux dirigeants politiques africains d'être courageux et puis d'aller dans le sens d'une rupture. Moi, je pense qu'il faut parler de rupture. Mais rupture ne veut pas dire rompre définitivement avec la France, mais c'est que les relations de type coloniaux ou les relations de type France-Afrique n'ont plus lieu d'être. Si je comprends bien vos propos, la France a sous-estimé donc l'importance de la souveraineté nationale dans ses relations avec les pays africains? Ah, tout à fait. Monsieur Macron, malgré ses airs qui consistaient à dire que on va changer les relations, la France ne vient plus comme étant une puissance néocoloniale. Non, non, nous on veut une relation de gagnant à gagnant. Moi, je pense que monsieur Macron a beau être un homme nouveau, mais je pense qu'il ne faut pas être dupe. Monsieur Macron était en train de continuer les mêmes politiques qu'on a vues depuis la décolonisation, mais sous de nouvelles formes. Mais là, malheureusement pour lui, et je pense que vous avez très bien compris l'idée, c'est que les opinions publiques africaines ne sont pas dupes. Les opinions publiques africaines se posent la question de savoir comment se fait-il que plus de 50 ans avec la décolonisation, la France continue encore dans ces pays africains à avoir des bases militaires, à battre monnaie pour ces pays-là, et en particulier à influencer, à avoir une influence économique très forte. Moi, je pense que Macron, vraiment, il a été dépassé par les opinions publiques. Et surtout, pour préciser le point, il me semble que Macron, en fait, ce qu'il voulait faire, et je pense que c'est comme ça qu'il faut le lire, c'est-à-dire qu'il voulait renouveler les relations avec les pays africains sur la forme, en quelque sorte, mais pas sur le fond. Sur le fond, Macron aurait voulu que la France reste en Afrique telle que, comme c'était le cas depuis la décolonisation, mais avec d'autres formes de domination. Je donne un exemple rapide. Les bases militaires françaises, dans les années 60, dans les pays africains, dans les bases militaires africaines, il y avait énormément de soldats. Il y avait toute une logistique militaire qui est restée par là. Et avec l'évolution du temps, dans les années 90-80, 2000, qu'est-ce qu'on voit? La France qui diminue le nombre de troupes, qui diminue sa logistique. Autrement dit, la France fait en sorte que sa présence sur le territoire africain ne soit plus très visible pour ne pas heurter des sensibilités locales en tant que telles. Et je pense que Emmanuel Macron, c'est dans cette optique-là qu'il s'en allait. C'est-à-dire, je veux garder les mêmes intérêts que la France a toujours dans ces pays-là, mais à de nouveaux frais, c'est-à-dire en proposant des relations centrées sur, par exemple, des bases militaires qu'on irait restreindre, on pourrait garder 100 troupes françaises, développer des coopérations, mais je pense qu'il s'est fait avoir. Les opinions publiques africaines ne sont pas dupes, comprennent bien le jeu que la France est en train de mener depuis les années 60. Nous n'aurons pas le temps d'en parler ce matin, professeur Dramé, mais quand même, coopération militaire signifie également contrat juteux dans la vente d'armes françaises à ces pays. Dans quelle mesure, professeur Dramé, on peut considérer les retraits de militaires français comme un tournant décisif, je dirais, dans les rapports de coopération militaire entre la France et l'Afrique francophone, qui date, je le rappelle, du début de la Ve République avec le général de Gaulle? Absolument. Je pense qu'il y a un rappel historique qui sera nécessaire. Il faut savoir qu'au moment de la décolonisation, et comme vous l'avez dit, au moment où la Ve République s'apprête à décoloniser les pays africains, je pense que la France ne décide pas juste de décoloniser ces pays-là en les laissant assurer leur souveraineté, en étant des pays autonomes, libres, etc. Non, la France a mis sur la table quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que tout pays qui ne signe pas des accords militaires en matière de finances, etc., n'accède pas à l'indépendance. Donc finalement, ces bases militaires, si on reste dans le domaine militaire, en fait, la France ne voulait pas hypothéquer sa présence militaire au-delà de la décolonisation. La France s'est assurée par la signature des accords de coopération le fait de pouvoir maintenir son influence et sa puissance dans le continent africain. Et puis, on peut aujourd'hui parler de rupture. Pourquoi on parle de rupture? On parle de rupture dans la mesure où, on l'a vu pour le cas du Sénégal, le président Diomaye Faye, et pour le cas du Niger, M. Déby, ont décidé de tout simplement remettre en cause la signature de ces accords de coopération qui datent des années 60, qui ont été toilettés. Mais je dois apporter une nuance à mon analyse. Il me semble qu'il faut parler de rupture, parce que là, il y a une volonté de la part du régime
du président Diomaye, qui est quand même un régime assez patriotique. On voit quand même un discours assez nationaliste, osons les mots, aussi bien au Sénégal qu'au Tchad. Mais maintenant, ça, on est dans le domaine du discours. Moi, j'aimerais attendre encore quelques années ou quelques mois afin de voir concrètement sur le terrain, est-ce qu'on va assister à un départ réel des troupes françaises ou est-ce qu'on va assister à ce que je décrivais tantôt, une réduction de la présence militaire pour faire croire que la France est partie, en fin de compte. Moi, je parlerai de rupture, en tout cas dans les principes, et puis c'est une volonté politique qui est affirmée de la part des leaders politiques. Mais en même temps, je reste prudent parce que ce n'est pas la première fois que des dirigeants africains marquent une volonté de rupture avec la France, notamment au Sénégal en particulier. Donc, il faudrait voir dans les prochains mois quelle sera la nature des relations, des nouvelles relations en termes de coopération entre la France, le Tchad et le Sénégal, pour prendre ces exemples-là, afin de mieux mesurer est-ce qu'il y a rupture ou est-ce qu'il y a une continuité de la relation, mais sous d'autres formes. Et je pense que ça, c'est toute la stratégie de Macron. C'est de veiller à ce que la France parte finalement, mais tout en restant. Il y a un aspect générationnel dans le leadership politique en Afrique qu'on pourrait aborder ici, professeur Dramé. Nous y reviendrons. Le 1er décembre dernier, à Dakar, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a commémoré le 80e anniversaire du massacre de Tiaouré et rendu hommage aux tirailleurs africains exécutés par les forces coloniales françaises après la Seconde Guerre mondiale. Quel rôle, selon vous, la mémoire coloniale, notamment des épisodes comme le massacre de Tiaouré, joue-t-elle dans cette volonté d'émancipation de ces pays africains? C'est une question fondamentale. Et je pense que le président Diomaye Faye l'a compris. Le président Diomaye Faye, durant sa campagne électorale, avait mis l'accent sur la nécessité de développer l'idée du panafricanisme, la coopération interafricaine en tant que telle. Premier point. Deuxième point, il avait beaucoup mis l'accent sur la souveraineté du Sénégal, souveraineté économique, souveraineté militaire, souveraineté à plusieurs niveaux. Et justement, le président Diomaye Faye a utilisé cette mémoire des tirailleurs sénégalais, parce qu'on le sait, vous l'avez d'ailleurs rappelé, ces tirailleurs qui ont été exécutés par l'armée française le 1er décembre de 1944. Et puis, depuis cette période-là, en France, cette question a été occultée et cachée. Au Sénégal, disons les choses, au Sénégal, les hommes politiques successifs ont négligé ou du moins aussi nié cette relation. Mais ça ne nous surprend pas parce que tout simplement, le Sénégal, comme je l'ai dit souvent, et d'ailleurs ça fait beaucoup rire mes étudiants, le Sénégal, c'est l'empire, c'est vraiment le noyau du néocolonialisme français dans tout le continent africain. Et que donc le président Diomaye Faye, à travers le fait qu'il organise un colloque international, il décide de mener en grande pompe une commémoration dédiée aux tirailleurs sénégalais. Je crois qu'il y a deux messages qu'il faut en tirer. Un, c'est de dire à la France que, écoutez, on ne vous laissera plus vous-même gérer cette question mémorielle, commémorer comme vous voulez, prendre les décisions comme vous voulez. Par exemple, la France décide il y a 2-3 mois de cela que finalement 3 tirailleurs sénégalais parmi le millier et plus qui a été tué, on va leur octroyer le statut de mort pour la France. Oui, mais que fait-on des autres en tant que tels? Donc, depuis 1944, c'est la France qui mène le bal. Et pour la première fois, un gouvernement sénégalais africain a le courage de dire à la France, non seulement vous nous avez raconté un mensonge sur ces tirailleurs sénégalais, et deuxièmement, on ne vous laissera plus, d'un point de vue mémoriel, donner la lecture que vous voulez. D'ailleurs, on vous demande de donner votre pardon, ce que, heureusement, le président Macron a fait, et je pense qu'il faut l'en féliciter. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment féliciter et applaudir les dirigeants sénégalais, en particulier le président Diomaye Faye, parce qu'à travers cette question-là, qu'est-ce qu'il dit? Nous, aujourd'hui, il appartient à des historiens sénégalais, africains et d'autres pays de dire l'histoire, la vraie histoire, la histoire qui nous concerne nous, mais pas juste de subir une lecture mémorielle qui provient de la France. Encore une fois, on est vraiment, sans trop exagérer, je pense qu'on est rentré dans une ère de deuxième décolonisation.
En parlant de deuxième colonisation, professeur Dramé, je souligne en passant que vous êtes l'auteur de l'ouvrage L'Afrique postcoloniale, enquête d'intégration, s'unir pour survivre et renaître. Après l'indépendance, dans de nombreux pays africains en 1960, plusieurs mouvements nationalistes ont émergé. Ces mouvements visaient à consolider l'indépendance, à résister au néocolonialisme et à construire des identités nationales unifiées. En quoi, professeur Dramé, les mouvements nationalistes actuels diffèrent de ceux qui ont suivi après l'indépendance de plusieurs pays africains en 1960? Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'au moment des indépendances en 1960, je pense qu'il y avait cette idée qui constituait, dont on avait comme idée, l'idée centrale à travers le mouvement nationaliste africain, c'est d'une part de créer ce qu'on appelait le panafricanisme, hein, un vaste mouvement politique dont l'ambition était l'unification de tous les pays africains en un ensemble fédéral fort, puissant et respecté à travers le monde. Ça, c'était vraiment un vœu que tous les chefs d'État africains partageaient. Mais malheureusement, ce projet est quasiment mort-né. Pourquoi le projet est mort-né? Malheureusement, il y a eu les égoïsmes nationaux. Certains chefs d'État africains ne voulaient pas entrer dans cette logique panafricaine qui les a menés finalement à aliéner une partie de leur souveraineté au nom de la création de ce que des intellectuels africains comme Kwame Nkrumah et d'autres ont appelé les États-Unis d'Afrique. Donc ce projet-là est mort-né. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 60? En fait, les mouvements nationalistes, ou du moins les vrais nationalistes dans beaucoup de pays africains, ont été quasiment mis en marge, ont été quasiment réprimés par des régimes autoritaires qui ont pris le pouvoir. Et la plupart de ces régimes autoritaires-là, en général, ont développé des rapports néocoloniaux avec les grandes puissances européennes. Je vous donne l'exemple du Sénégal avec le président Senghor. Je vous donnerai l'exemple de la Côte d'Ivoire avec Houphouët-Boigny. On ne peut pas parler de ces personnes-là comme étant des nationalistes, parce que ces personnes-là, c'est ce qu'on appelait les chefs, ou du moins les pères des indépendances, étaient très proches du néocolonialisme français. Et là, je terminerai ma réponse à votre question qui est si importante, c'est que justement, on a l'impression qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, Sénégal, Niger, Burkina Faso, même si c'est des régimes militaires, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le nationalisme que développent ces nouveaux régimes-là est tout simplement en train d'essayer de recréer le lien avec le nationalisme centré sur le panafricanisme des années 60, qui a été finalement, en quelque sorte, mis à mal par l'égoïsme des chefs d'État africains depuis les années 60. Hein? Il n'y a qu'à écouter le discours du président Diomaye Faye au Sénégal, il a un discours très panafricaniste. Qu'est-ce qu'on a vu? Deuxième exemple, dernièrement, le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont créé une alliance militaire défensive panafricaine. Donc, disant qu'on va mutualiser nos forces en vue de lutter contre toute influence de la France dans le pays. Et puis, on veut véritablement se mettre ensemble pour peut-être avoir une monnaie, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment un espoir. Et puis, ce nationalisme-là, on le retrouve dans un élan patriotique chez les populations, chez les jeunes, dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et je crois que c'est là où la France a un problème. L'Afrique a beaucoup changé. Mais la France a du mal à changer. En parlant d'absence d'union entre les leaders du panafricanisme, dans quelle mesure la guerre froide, le monde bipolaire, a contribué à l'échec de ce mouvement, de ce projet, comme vous l'appelez? Ah, tout à fait. Je pense que si le projet d'établissement des États-Unis d'Afrique, ou du moins du panafricanisme, est mort-né dès son implantation dans les années 60, c'est parce qu'il y a eu des antagonismes idéologiques entre chefs d'État africains qui venaient d'hériter des États-nations issus de la décolonisation en tant que tel. Vous l'avez rappelé, on est dans un contexte des années 60. Les années 60 sont marquées par la guerre froide. Les années 60, c'est des années de décolonisation en Asie et en Afrique. On a une majorité d'anciens territoires coloniaux qui accèdent à leur autonomie et à leur indépendance. Mais
Lorsque l'Afrique est à la veille de son indépendance, je pense que tous les responsables politiques africains étaient d'accord sur une idée. C'est qu'il fallait sortir des logiques des États-nations. Parce que les États-nations en Afrique ont été dessinés par les colonisateurs européens dans le courant du 19e siècle, lorsque ces puissances se sont partagées le continent africain. Donc, au moment où les Africains accèdent à leur indépendance, on entre dans une période marquée par quoi? Par la logique des grandeurs. Ce que j'appelle la logique des grandeurs, c'est que les grands ensembles qui dominent le monde, États-Unis, URSS, Royaume-Uni, Canada, Australie, etc. Et donc, les Africains ont voulu justement s'unifier dans le but justement d'être capables de peser, de parler d'égal à égal avec les puissances de ce monde-là. Mais malheureusement pour l'Afrique, durant cette période-là, on n'a pas les mêmes visions de comment construire ce panafricanisme. On est d'accord qu'il faut construire le panafricanisme. Mais lorsque le moment est venu de se dire comment on le construit, c'est là où les divergences idéologiques arrivent. Et c'est là où la guerre froide va impacter. Je donne quelques exemples concrets. Est-ce que, quand la question a été posée, est-ce qu'il fallait construire les États-Unis d'Afrique tout de suite? Dans les années 60, il y en a certains chefs d'État africains qui disent oui, il faut le faire tout de suite. Parce que si on ne le fait pas maintenant, au fur de l'évolution du temps, chaque État africain va vouloir rester égoïstement dans son territoire, dans son petit territoire, dans son petit État-nation. Alors que c'était l'occasion de créer un ensemble fédéral en tant que tel. D'autres Africains, en réponse à cette question, disaient que mais non, il fallait se laisser le temps, il faut le construire dans une longue durée. Deuxième question, lorsque on se demandait qu'est-ce que va être l'idéologie qui va sous-tendre le projet, en fait l'État fédéral africain, quelle va être l'idéologie qui va la sous-tendre? Écoutez, certains disent que c'est le capitalisme, d'autres disent que c'est le socialisme, d'autres disent que c'est le marxisme-léninisme, d'une manière générale. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans cette période des années 60, certains États africains jouaient déjà dans le jeu du néocolonialisme, avec la France en particulier. D'autres États très minoritaires, les États socialistes, nationalistes, refusaient toute idée de s'allier avec une puissance coloniale comme la France et même rejeter l'impérialisme américain d'une manière générale. Résultat des choses, c'est que lorsque les chefs d'État africains se sont réunis à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, pour décider de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, qu'est-ce qui est arrivé? Les divergences idéologiques que je viens de décrire se sont reflétées dans les choses. C'est-à-dire que les partisans de la création d'un État fédéral africain centré sur le socialisme, un État fédéral africain non aligné, nationaliste, conscient de son avenir à construire, ces partisans, ces chefs d'État africains ont été mis en minorité. Hein? Il y avait Kwame Nkrumah, il y avait Sékou Touré, très peu. Par contre, l'écrasante majorité des autres chefs d'État africains ne voulaient pas aller dans le sens de la création d'un État fédéral africain tout de suite, et puis d'un État africain fédéral qui les amènerait sur la base du socialisme et du non-alignement à s'éloigner de leur maître, disons les mots, de leur maître français en particulier. Donc voilà comment expliquer en quelque sorte pourquoi justement l'Afrique post-coloniale n'a pas été capable de construire un État fédéral unifié, puissant et capable de peser dans les affaires du monde. Et vous l'avez bien dit dans votre question suggérait bien cette idée-là. C'est des divergences purement idéologiques du fait de la guerre froide en particulier qui ont amené ou du moins qui ont mené à une division entre chefs d'État africains au moment où il fallait construire l'avenir dans les années 60. Ce qui s'est passé finalement, professeur Dramé, comme vous le savez, ces leaders africains se sont regroupés en 3 blocs, occidental, soviétique et les non-alignés. Portons maintenant un regard sur le leadership politique de plusieurs pays francophones africains qui ont pris leur distance par rapport à l'ancienne puissance coloniale. Mali, Tchad, Sénégal, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, etc. À part la Côte d'Ivoire, dont le président Alassane Ouattara est âgé, je crois, de 82 ans, les leaders de tous les autres pays
et sont nés après 1960, donc après l'indépendance. Quel est donc le rôle des jeunes générations dans cette dynamique de réaffirmation de souveraineté, professeur Dramé? Je pense que la carte jeunesse, je pense que l'Afrique vient véritablement de trouver enfin une sortie, je dirais, c'est comme une sortie des crises, c'est comme une sorte d'obscurantisme qui date des années 60. Moi, je pense qu'il y a un énorme motif de satisfaction par rapport au fait que ces jeunes, à part le président de la Côte d'Ivoire, comme vous l'avez souligné, en général, c'est des chefs d'État qui sont extrêmement jeunes. Monsieur Bassirou Diomaye Faye au Sénégal à la quarantaine, Monsieur Sonko à la quarantaine. Comme vous le dites, c'est des gens qui n'ont pas connu la période coloniale. Et puis, ça ne suffit pas. Le fait de ne pas juste connaître la paix, ça ne suffit pas. Mais on peut être jeune en ayant de vieilles idées. Et là où l'Afrique, il y a un espoir en Afrique de l'Ouest, c'est qu'il y a une prise de conscience par rapport à la nécessité de sauvegarder sa souveraineté. Ça, on le voit au Tchad, on le voit au Sénégal, on le voit, comment dirais-je, au Mali. Même en Côte d'Ivoire, on le voit dans l'opinion publique. C'est le président Ouattara, justement, qui veut garder les anciens liens nébuleux avec la France. Moi, je pense que là, on a un motif d'espoir. Il y a vraiment une prise de conscience par rapport à la nécessité de changer la donne. Mais aussi, et je pense que ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte, dans ces pays africains que vous venez de citer, Tchad, Mali, etc., si on regarde bien, ben, plus de 60-70% de la population a en général moins de 30 ans. Donc finalement, il était temps que les jeunes arrivent au pouvoir et s'occupent des réalités dans ces pays-là. Et puis, il y a véritablement des aspirations de la jeunesse, aussi bien au Sénégal. D'ailleurs, M. Macron, quand il a fait sa tournée en Afrique de l'Ouest, dans les universités, on a vu les questions que les jeunes Africains lui posaient, des questions très incisives. Et cette même réalité, on le retrouve maintenant chez les chefs d'État africains. Je pense que les choses ne seront plus jamais comme avant. C'est-à-dire des chefs d'État africains qui sont là, qui prennent des décisions sans rendre compte, ou du moins sans partir des aspirations de leur population. Par contre, j'ai un petit doute, c'est que dans les régimes militaires comme le Tchad, le Niger, le Mali, la Guinée aussi, j'ai vraiment une certaine peur. C'est-à-dire qu'à force de vouloir, dans ces régimes-là, vouloir maintenir le pouvoir, à force de vouloir se maintenir le pouvoir, j'ai peur qu'on se coupe, en quelque sorte, des aspirations de la population. Développement économique, accès à l'eau, accès à l'éducation, la question des femmes, etc. J'ai peur qu'on se coupe de là. Par contre, dans un pays comme le Sénégal, dont on en parlait tantôt, le président Diomaye Faye, il a été porté à la tête du pays par la jeunesse. Donc l'attente est extrêmement forte. Et puis le fait que lui soit un jeune, le fait que lui, il est né après les indépendances, comme je l'ai dit, et c'est la même situation qu'on voit au Mali et ailleurs, au Burkina Faso, je pense qu'il y a un motif d'espoir. Mais maintenant, il faut faire des bilans. Et puis, ces régimes-là, je pense qu'il faut les questionner. Il faut les questionner parce qu'il ne s'agit pas juste de les élire et puis de les applaudir. Non, je pense qu'il faut les questionner, il faut les talonner de sorte que finalement, ils travaillent et répondent aux aspirations des populations africaines. En tournant le dos à la coopération militaire avec les anciennes puissances coloniales, comment ces États africains, ceux du Sahel tout particulièrement, vont-ils faire face aux grands défis de sécurité qui se posent sur le continent africain? Un pays comme le Tchad, par exemple, est menacé à l'intérieur de ses frontières par des mouvements armés islamistes. C'est une question qui est majeure. Parce qu'effectivement, avec la présence française dans ces régions-là, je pense que la France a été capable parfois ou souvent même de défendre un certain nombre de régimes en leur apportant un soutien logistique dans la lutte contre les groupes islamistes qui pullulent, disons les choses, dans la région. Mais bon, n'oublions pas aussi que la France, dans plusieurs pays africains, a semé elle-même le chaos. En faisant des coups d'État, en installant des régimes et d'autres et en mettant à la place d'autres régimes. Donc la France même était un facteur de désordre dans ces pays africains, même si par ailleurs, elle a quand même joué un rôle pour assurer la sécurité, en tout cas dans ces pays-là. Mais maintenant, avec le départ de la France,
ben, ces pays africains se retrouvent devant un défi majeur, c'est d'assurer eux-mêmes leur sécurité en tant que telle. Et je pense que ces pays ne pourront pas assurer seuls leur sécurité. Il me semble que ces pays doivent faire un effort, c'est sûr, on n'a pas le choix de développer l'armée, le système de renseignement, etc. Mais je pense que quelque part, on a besoin d'être appuyé peut-être par l'Occident ou d'autres pays. Mais moi, je veux un type de relation ou de coopération, pas de type colonial. Il faut qu'il y ait une coopération d'égal à égal en tant que tel. Hein? Si un pays doit aider aujourd'hui le continent africain à assurer sa sécurité, que ce soit le groupe Wagner ou d'autres, il faudrait s'assurer que la relation soit équitable. Il faudrait s'assurer que ces États-là remplissent le cahier de charges que les pays africains vont leur fixer en tant que tel. Mais en même temps, attention aux dérives. Attention aux dérives, parce qu'on ne le dit pas, mais il y a une présence états-unienne encore au Tchad aujourd'hui. Donc, que fait-on? On a chassé la France, mais maintenant, est-ce qu'on fait appel à la Russie? Et quand la Russie arrive en Afrique, est-ce qu'elle doit faire comme faisaient les Français en se mêlant de la politique intérieure? C'est des questions à se poser. Et je pense qu'il n'y a pas une réponse définitive, mais je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu de la sécurité, l'enjeu de la défense de la souveraineté de ces pays-là, en tout cas, se pose avec acuité. Et pour faire bref, je pense que oui, soi-même, il faut se donner les moyens d'assurer sa sécurité, mais ça ne sera peut-être pas suffisant. Donc, il y aura forcément besoin de coopération. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une rupture avec la France que les pays africains doivent s'enfermer sur eux-mêmes. Mais par contre, les rapports de type coloniaux, il est hors de question. Je pense que dans ce début du 21e siècle, je pense que la leçon que les Africains doivent vraiment garder, c'est qu'on est toujours mieux servi que par soi-même et qu'il faut être extrêmement jaloux de sa souveraineté, de son autonomie, de son indépendance. Je pense que c'est là l'enjeu. Mais cela n'exclut pas le fait qu'on doit coopérer. On est dans un monde ouvert, il faut coopérer. Mais lorsqu'on coopère, on s'assure que ses intérêts soient mis de l'avant et qu'on n'en sort pas en ayant subi des logiques imposées par des puissances étrangères ou autres. Mais vraiment, l'enjeu de sécurité se pose avec acuité. D'ailleurs, moi, je vois d'un assez mauvais œil la présence du groupe Wagner en Afrique de l'Ouest. Alors, je me demande jusqu'à quel point la présence soviétique va peut-être aider ces gouvernements comme le Mali à lutter contre les groupuscules islamistes, mais dans la durée, on ne sait pas. Est-ce que ça ne pourrait pas déraper, en fin de compte? Vous suivez Caméra Mosaïque sur MCTV. Nous analysons aujourd'hui les relations entre la France et ses anciennes colonies de l'Afrique de l'Ouest après la décision prise il y a une semaine par le Tchad et le Sénégal de mettre fin à leur coopération militaire avec l'ancienne puissance coloniale. Notre invité est Patrick Dramé, professeur titulaire au département d'histoire de l'Université Sherbrooke au Québec, au Canada. Professeur Dramé, parlons maintenant d'économie. En quoi l'exploitation des ressources naturelles joue-t-elle un rôle dans la décision des jeunes leaders politiques africains dans la redéfinition des partenariats stratégiques avec les grandes puissances et les anciennes puissances coloniales? Alors, le diagnostic qu'on pourrait faire, c'est que plus de 50 ans après la décolonisation, on s'est rendu compte que les pays, en Afrique de l'Ouest en particulier, c'est des pays qui ne sont pas sortis du sous-développement. Qu'est-ce qu'on voit? On voit plutôt que les anciennes colonies portugaises ou même les anciennes colonies anglaises s'en sortent mieux que les pays d'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que cela nous apprend? Ben, ça nous apprend aussi que plusieurs leaders en Afrique de l'Ouest n'ont pas été capables, d'un point de vue économique, de sortir ces pays-là du sous-développement d'une manière générale. Et puis, on a vu ce discours-là chez Diomaye Faye au Sénégal, chez M. Sonko, son Premier ministre. On le voit aussi au Niger, parce que le Niger, il y a l'uranium au Niger. Au Sénégal, c'est surtout l'implantation de grandes firmes françaises qui dominent l'agroalimentaire et autres. Quand il y a des grands projets de travaux, c'est toujours des sociétés françaises qui remportent les bénéfices. Au Mali, il y a l'exploitation de l'or, etc. Et je pense que les nouveaux dirigeants africains ont compris quelque chose. Ont compris que
il ne s'agit pas juste de rompre militairement avec la France, mais le moment est venu de vraiment revoir fondamentalement les rapports avec la France. Parce que comment expliquer que dans ces rapports-là, la France tire son épingle du jeu. La France, ses intérêts économiques sont assurés. Hein. Et puis, les pays africains ont des difficultés à assurer l'autosuffisance alimentaire, à nourrir la population, à fournir de l'emploi, etc. C'est parce que tout simplement, dans la relation centrée sur la production des matières premières, il y a une relation inégalitaire. L'Afrique produit les matières premières, c'est la France qui les transforme et puis en tire les épingles du jeu. Et vraiment, la réalité est là. Et on a vu la situation au Mali. L'État malien est en train tout simplement d'exploiter son propre or. Bon, on ne refuse pas la présence étrangère, mais attention, il faudrait que les intérêts que ces étrangers tirent de ces bénéfices-là soient des intérêts raisonnables. Il faudrait que ce soit la population malienne qui doit quand même bénéficier des dividendes de ces richesses-là. Au Sénégal, le président Diomaye Faye est en train de faire la même chose, parce que vous savez que le Sénégal est devenu un pays pétrolier depuis quelques mois. Et là, l'actuel président, et vraiment, il faut l'applaudir, il est en train de renégocier tous les contrats, ce qu'il appelle des contrats léonins, qui ont été conclus par le Sénégal et des partenaires français et d'autres en tant que tels, mais vraiment sur des bases inégalitaires d'une manière générale. Donc vraiment, moi je dis bravo à ces jeunes leaders africains et je crois que la vraie rupture, ce ne sera pas une rupture militaire, ce ne sera pas une rupture politique, mais moi je pense que ce sera d'abord une rupture économique. Et puis on n'a pas parlé de la question du franc CFA, parce qu'on ne peut pas parler d'économie sans parler de la question du franc CFA. Comment se fait-il que depuis 1960, c'est la France qui bat monnaie pour ces pays d'Afrique de l'Ouest? D'ailleurs, le Mali, le Niger et le Tchad sont en train d'aller dans le sens de la création d'une monnaie commune. Maintenant, la question, c'est de voir, est-ce qu'à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, tout le monde va être d'accord pour sortir de la zone franc et que les États africains, quand même, battent leur propre monnaie, parce qu'on sait qu'une bonne politique économique s'accompagne par la définition ou la mise en œuvre d'une monnaie solide, capable, franchement, d'accompagner ces pays africains. Donc, vraiment, la vraie rupture, de mon point de vue, et ça, on ne peut pas le mesurer maintenant, il faut laisser quelques temps, on sera capable de voir si vraiment cette rupture-là se manifeste à travers des rapports économiques rééquilibrés dans le sens des intérêts des États et des populations africaines. Nous sommes presque à la fin de l'émission, professeur Dramé. Quels sont, selon vous, les défis pour les États africains dans la gestion de leurs ressources naturelles face à la concurrence internationale dans ce domaine? Une question majeure. Je pense que là, c'est un défi aussi majeur qui se pose aux pays africains. Parce que, disons les choses, je pense que pour exploiter ces ressources-là, les pays africains n'ont pas forcément toujours les moyens de mettre en œuvre ces exploitations. On voit le Sénégal qui fait appel à des compagnies britanniques et autres afin de l'aider à l'exploitation du pétrole. Parce que forcément, on n'a pas tous les moyens pour s'en occuper. Mais maintenant, je pense qu'il y a un enjeu, parce que les puissances, ou du moins les firmes, les sociétés qui viennent dans ces pays africains ont des intérêts à défendre. Et puis, dans les relations économiques internationales, il n'y a pas de place pour des sentiments. Chacun défend ses intérêts. Mais je pense que ça, les pays africains, en tout cas aujourd'hui, les dirigeants l'ont vraiment compris. Peut-être sauf en Côte d'Ivoire, où le président, d'ailleurs vous l'avez mentionné tantôt, où le président Ouattara me semble vraiment vivre dans un autre âge. Hein, on est dans l'âge néocolonial encore, alors que le Sénégal et les autres pays sortent de ça. Mais maintenant, il appartient aussi aux pays africains, au vu de leurs ressources. Je pense qu'il y a quand même un travail qui reste à être fait. Il faudrait que dans les pays africains, on songe à la formation. Comment se fait-il qu'au Sénégal, aujourd'hui, le pays est devenu pétrolier, mais on n'a pas de géologues, il y en a peu. Il va falloir se préparer à ça, parce qu'on ne peut pas tout déléguer à des firmes étrangères ou à des puissances étrangères qui viennent dans le pays, qui s'occupent de tout, comme d'ailleurs les Chinois font dans certains pays africains. Il me semble que selon les pays et selon les ressources qui sont trouvées, il faudrait faire en sorte que ce soit les nationaux
qui sont mis de l'avant dans cette exploitation. Ça, je pense, c'est un enjeu majeur. Mais maintenant, il y a l'enjeu, et ça, c'est l'enjeu de taille, c'est quel rapport avoir avec ces puissances-là. Je pense que je l'ai dit tantôt. Quel intérêt? Oui, c'est quand les gens viennent, investissent, c'est normal qu'ils aient comment dirais-je, des dividendes, qu'ils aient des bénéfices, etc. Mais pas au détriment quand même des États africains. Parce qu'au Sénégal, c'est ce qui a poussé le président Diomaye à renégocier tous les contrats. Parce que les contrats qui ont été signés par son prédécesseur, mais c'est des catastrophes. On apprend des malversations, de la corruption, et puis le Sénégal gagne très peu dans ses contrats dans le domaine du pétrole. Donc le moment est venu vraiment de penser aux intérêts nationaux. Mais je dois avouer que ce n'est pas un sujet facile. Donc ça prend une formation des jeunes pour s'approprier ces biens, d'avoir l'expertise pour s'en occuper. Mais maintenant, on a besoin de l'aide étrangère. Mais cette aide étrangère, cet appui étrangère, il faudrait faire attention à ne pas se faire à nouveau exploiter comme au temps colonial et comme au temps néocolonial, c'est-à-dire depuis les années 1960. Pour terminer, professeur Patrick Dramé, fin de la coopération militaire avec l'ancienne puissance coloniale qu'est la France. Cependant, il faut reconnaître que d'autres puissances ont fait leur percée sur le continent africain. La Chine, par exemple, est le principal partenaire commercial du Sénégal. Quels sont, selon vous, les impacts de la montée en puissance d'acteurs comme la Turquie, les Émirats arabes unis, la Chine, bien sûr, et la Russie sur le continent africain? Je pense que c'est une excellente chose que les pays africains, enfin, soient capables de davantage diversifier leurs partenariats, sans juste rester accrochés à la France et toujours à la France. Ça, je pense qu'il y a une opportunité. D'être capable d'avoir plusieurs partenaires et de choisir soi-même ses partenariats. Et donc de refuser d'être tout simplement encarcané dans une relation fusionnelle avec la France. Et puis c'est une opportunité parce que vous avez parlé du cas de la Chine. Je pense que les Chinois sont capables quand même de fournir les pays africains d'un certain nombre de matériaux, de logistique à des prix quand même beaucoup plus intéressant. Et puis pour les pays africains, c'est toujours intéressant d'être capable de regarder un peu partout ce qui se fait avec comme objectif d'aller choisir finalement le partenaire qui vous semble être le meilleur. Ça vraiment, c'est une excellente chose. Mais maintenant, il faut faire attention. Je pense que je l'ai suggéré tantôt. Dans les relations économiques internationales, il n'y a pas de place pour les sentiments. Chacun y vient avec ses intérêts. Je prends l'exemple des Chinois. Il y a quelques années, le ministre des Affaires étrangères chinoise arrive au Sénégal et dit, ben, écoutez, nous, on n'est pas une ancienne puissance coloniale. Nous, on veut une coopération économique gagnant-gagnant avec le Sénégal en tant que tel. Oui, mais il faut faire très attention. Même si la Chine n'est pas une ancienne puissance coloniale, donc il n'y a pas de risque de continuer les relations de type néocolonial. Mais les Chinois sont là pour leurs propres intérêts et avant tout. Donc il appartient, encore une fois, et je m'excuse de le répéter, mais il appartient aux pays africains de défendre leurs intérêts. Les Chinois ne sont pas là pour développer l'Afrique. Les Chinois sont là pour leurs propres intérêts. Les Russes sont là pour leurs intérêts, les Turcs, etc. Et puis un dernier point qui me semble quand même très intéressant, l'action dans les pays africains. Parce que malheureusement, lorsque le moment vient de signer des contrats avec des Turcs, avec des Russes ou autres, ben finalement, c'est les mêmes types de malversations, de magouilles, comme ce qu'on voyait avec la France, et qui se perpétue dans ces relations-là en tant que telles. Donc je pense qu'il appartient quand même aux États africains de lutter de manière vraiment vigoureuse afin de lutter contre la corruption. Parce que c'est qui perd dans ces relations-là? C'est que non seulement les pays africains perdent si la relation est inéquitable avec la Chine, on perd d'un coup. Alors, deuxièmement, imaginez lorsque des hommes politiques, des membres du gouvernement dans un pays africain profitent de la signature de ces contrats pour faire de la corruption et se mettre l'argent de la poche. C'est qui perd? C'est la population africaine qui perd doublement dans cette dynamique-là.
Donc, je pense que c'est des éléments qu'il faudrait vraiment avoir à tête. Des opportunités d'avoir plusieurs partenariats, mais attention à ce que la relation soit une relation où les pays africains s'en sortent avec quand même des bénéfices, des dividendes, c'est comment on appelle ça, en sorte avec leur intérêt vraiment assouvi, renforcé dans ces relations avec ces nouveaux partenaires. Eh bien, au nom de tous les téléspectateurs de Caméra Mosaïque et qui nous regardent ici dans l'État du Massachusetts et à travers le monde sur notre chaîne YouTube, merci professeur et Patrick Dramé d'avoir répondu à nos questions. Nous rappelons que le professeur Patrick Dramé est professeur titulaire au département d'histoire de l'Université Sherbrooke au Québec, au Canada. Eh bien, au nom de tous les téléspectateurs de Caméra Mosaïque et qui nous regardent ici dans l'État du Massachusetts et à travers le monde sur notre chaîne YouTube, merci professeur et Patrick Dramé d'avoir répondu à nos questions. Nous rappelons que le professeur Patrick Dramé est professeur titulaire au département d'histoire de l'Université Sherbrooke au Québec, au Canada. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Ou bien pour voyer l'agent taxe tourner toujours dans Massachusetts, profitez période amnistie fiscale. Payez l'agent taxe ou droit pour nous annuler les pénalités. Opportunité dans un temps limité ça, pas durer longtemps. Mais soulagement a duré. Pas de pénalité. Yon graine opportunité. Rivé pour juste 30 décembre. Cherchez qu'on est si vous qualifiez et puis commencez demande amnistie fiscale ou jodi à même. Visitez mass.gov/taxhelp